Bienvenue dans le 19-20, bonsoir à tous, nous sommes ici en direct de la Porte de Versailles à Paris pour un 19-20 spécialement consacré à ce salon de l'agriculture. Nous verrons comment la région est représentée. Ici, 71 éleveurs ont fait le voyage à Paris. Nous retrouverons nos journalistes Loïc Benech et Laurent Pénichou dans les allées du salon. Et puis bien sûr, nous reviendrons sur ces problématiques qui agitent le monde agricole en ce moment, comment les producteurs laitiers se diversifient pour mieux résister à la crise. Nous irons dans l'Oise et puis nous parlerons de cette fin prochaine des quotas sucriers. Quelles perspectives pour les planteurs de betteraves de la région? Et pour parler de tous ces sujets, nous sommes accompagnés d'un invité, le président de la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Bonsoir Christophe Buisset. Bonsoir. On vous retrouve dans un instant. Jusqu'au 6 mars, la Picardie agricole s'est donc installée ici, dans cette vitrine absolument unique pour les producteurs et pour les éleveurs. On vient se faire voir, on vient se faire connaître. C'est l'occasion de faire goûter ces produits aux consommateurs. Laurent Pénichou et Christian Mirabeau ont rencontré ces Picards, porte de Versailles. La Picardie à la patate, un peu facile, mais tellement bonne. La Pompadour est née il y a 25 ans d'un croisement entre la Roseval et la BF15, et c'est dans nos terres qu'elle s'épanouit. La Pompadour avait besoin de gens sérieux, parce que c'est une tardive. Qui dit tardive, beaucoup plus longue végétation, beaucoup plus de protection à faire. Et à une époque, on a fait un petit peu du n'importe quoi avec elle. Mais quand elle s'offre à nous, la Pompadour est généreuse. Avec sa chair ferme, elle excelle en purée comme en friture et même en dessert. Et c'est un chef étoilé qui vous le dit. On passe notre chips dans du chocolat. Et en fait, ces chips chocolatés, on s'aperçoit que ça va parfaitement s'accommoder à l'apéritif avec un vin doux naturel. Reconnaissable à sa tête noire, le mouton Suffolk vient d'Angleterre. Pierre n'est pas peu fier de son bélier car cette année encore, il a gagné un prix pour sa toison. Il a eu le premier prix de laine. Donc il a une laine qui est vraiment bien régulière. Donc un tassé de laine et donc il est facile à préparer parce qu'il n'y a pas de trou dans la laine. Pourquoi vous revenez chaque année? Pour essayer de voir par rapport aux autres éleveurs si on est encore au top. Oui, c'est le 25e salon que je fais. Donc tous les ans j'arrive à avoir quelques prix. Gloire est une rouge flamande de 3 ans et demi. Elle a gagné le 3e prix dans sa catégorie. C'est une race qui est originaire du Nord, qui s'appelait avant la maroillaise, qui servait à faire le maroilles. Et elle est en train de disparaître. Et donc l'idée ici, c'est de montrer aux gens qu'il existe un tas de races. Et la flamande fait partie des races en voie de disparition qui ont aujourd'hui une place dans l'agriculture. Mais Gloire n'est pas venue seule. Jean-Luc a aussi amené au salon Justine, la mascotte de Fer France. Des éleveurs qui militent pour un lait à son juste prix. On leur rachète le litre 30 centimes quand il en faudrait 42. Allez Justine, au boulot. Se montrer, participer au concours, mais aussi mettre en avant les dernières avancées en matière de nouvelles technologies et d'équipements. Et la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, terre de grande culture et leader pour de nombreuses productions végétales, se trouve particulièrement concernée. On retrouve Loïc Benech sur le pavillon de l'Odyssée végétale. Loïc au milieu d'impressionnantes machines. Regardez. À une moissonneuse-batteuse pareille, Colombine, pas de doute, on se trouve dans le secteur céréalier, plus précisément sur l'espace de l'Odyssée végétale, dans le pavillon 2.2, une référence peut-être à l'agriculture 2.0. Toujours est-il, ici on a décidé de mettre le paquet sur les nouvelles technologies et donc de présenter tous ces nouveaux modernismes. Alors pour cela, on retrouve Robert Boitel, vous êtes agriculteur du côté de Laon, 25 ans de métier, c'est une course permanente à la modernité? L'innovation a toujours été à cœur des agriculteurs. Les agriculteurs ont toujours été en avant de la technicité, de l'innovation, comme beaucoup de professions bien sûr, ne serait-ce que maintenant évidemment chaque agriculteur a son smartphone embarqué, sa tablette, etc. pour partir peut-être vers une ferme qu'on pourrait appeler la ferme 2.0. Alors si je ne m'abuse, chez vous, il y a des parcelles de maïs. Tout à fait. Et là ici, on retrouve un drone. Alors en quoi ce drone peut-il être utile? Rentrer dans un champ de maïs, c'est pas forcément facile à faire et le drone à ce moment-là pourrait nous aider pour lâcher évidemment des petites bêtes pour attaquer les autres et nous aider dans notre métier. On voit aussi un robot là qui évolue un petit peu tout seul, c'est un robot de désherbage. On retrouve aussi des engins agricoles un peu plus importants, des pulvérisateurs.
tout ça auto-guidé par GPS, c'est ça? Ça vous permet quoi ça? Alors là, c'est absolument génial. Cette informatique embarquée, GPS, liée à de l'informatique et à de la robotisation des ordinateurs, nous permet de régler nos appareils et d'optimiser ces appareils, alors notamment pour les pulvérisateurs, d'avoir des coupures de rampe automatiques et ne pas superposer des zones de pulvérisation en 2 fois par exemple, et d'avoir évidemment beaucoup plus d'efficience au niveau des pulvérisations qu'on peut faire sur végétation. Et ben, pour retrouver un petit peu toutes ces avancées technologiques et comprendre un petit peu l'évolution nécessaire dans le métier, je vous invite à venir ici, donc Colombine, au pavillon 2.2 du Salon de l'Agriculture. Merci Loïc. Agriculture et alimentation citoyenne, c'est le thème de cette 53e édition du Salon de l'Agriculture. Produire et consommer autrement, à plus petite échelle, avec des méthodes beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Laurent Pénichou s'est rendu sur le stand de l'association Terre de Liens, une association qui milite pour une agriculture biologique et pour l'accès à la terre. Association présente pour la toute première fois sur le Salon de l'Agriculture. Bonjour Colombine, nous sommes au pavillon 4 où il y a déjà beaucoup de monde. Alors on y trouve pêle-mêle parmi les exposants des notaires, des banques, mais aussi un simulateur de tracteur. On trouve aussi une basse-cour complète avec les poules, les canards, les lapins, des poissons, et on trouve aussi des gens qui font de l'agriculture différemment. Voici Paco, bonjour Paco, du Jardin des Vertueux à Amiens. Bonjour Paco. Bonjour. Alors le Jardin des Vertueux, qu'est-ce que c'est ? Le Jardin des Vertueux, c'est un jardin paysager dans les ortillonnages. C'est 28 000 m² de jardin qu'on essaie de faire le plus joli possible. Et notre métier, en gros, c'est produire des légumes, des fruits, du miel, et puis accueillir des scolaires et tout type de public pour les former, peut-être un peu la génération des maraîchers de demain. Justement, on est sur le stand Terre de Liens. Qu'est-ce que c'est Terre de Liens ? Terre de Liens est le propriétaire du Jardin des Vertueux. C'est une association nationale qui collecte de l'épargne solidaire et qui l'utilise pour acheter des terres à potentiel agricole et installer des petits porteurs de projets. Donc aujourd'hui, Terre de Liens, c'est à peu près 15 000 actionnaires et puis 120 fermes installées en France depuis quelques années. Des fermes de toute nature ? Des fermes de toute nature, des producteurs de lait, de fromage, de safran et des maraîchers. Alors quel est l'intérêt pour vous d'être présent ici au salon au milieu de grosses institutions qui n'ont pas vraiment la même vue de l'agriculture que vous ? C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, en fait, nous, on essaie d'expliquer que ces deux types d'agriculture peuvent cohabiter. Et à un moment où on commence à voir les limites de la grande agriculture, peut-être qu'on peut conquérir le rêve d'installer énormément de petits producteurs qui vont essentiellement vendre directement leurs produits. Vous pouvez aussi vendre un peu de rêve ? Qu'est-ce que c'est que cet appareil que vous avez fabriqué ? Alors là, la saison des cultures redémarre et tout le travail pédagogique qu'on réalise en ce moment au jardin, c'est le travail sur l'osier. Donc on réalise en ce moment avec les scolaires des attrape-rêves. Et puis ce monde en a bien besoin de rêves. Mais vous avez les pieds sur terre. On a de la corne sur les mains, on est à la besogne tous les matins. Merci Paco. Rendez-vous donc ici, pavillon 4, je vous rappelle, allée B, au Salon de l'Agriculture. Alors on le voit, plusieurs versions de l'agriculture se retrouvent ici au salon et un seul stand désormais pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie réunie depuis le 1er janvier. À quoi ressemble cette nouvelle grande région sur le plan agricole ? On va en parler avec vous, Christophe Buisset, juste après ce tour d'horizon que nous a préparé Émilie Monchot. Regardez. C'est ce qu'on produit le plus dans la grande région, la betterave. Plus de 18 millions de tonnes par an, dont 2 tiers produits en Picardie. Une production qui fait du territoire le leader français et européen en la matière. Autre point commun, la pomme de terre dont Nord-Pas-de-Calais et Picardie produisent une quantité similaire chaque année. Aujourd'hui, 63% de la production française vient de chez nous. Si vous cherchez de l'endive en France, vous aurez plus de chances d'en trouver sur nos 2 territoires. 92% de la production nationale se trouve ici. Avec des agricultures qui se ressemblent, la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie a un avantage. Elle fait de la nouvelle grande région un leader dans beaucoup de productions agricoles comme les légumes frais ou le blé tendre. Pourtant, les chiffres ne plaident pas en notre faveur. Nous ne sommes que la 9e région en nombre d'exploitations, mais la 3e économie agricole et agroalimentaire du pays. Si ce sont les betteraves que l'on produit le plus, ce sont les céréales qui rapportent le plus, 1560 millions d'euros en 2013 devant la pomme de terre et le lait. Poids lourd français, dans les cultures, la grande région ne se distingue pas par un nombre d'élevages important. Nord-Pas-de-Calais et Picardie savent également transformer ce qu'ils produisent. Terreuse, Bonduelle ou encore Hachco, on trouve des industries agroalimentaires puissantes qui exportent en Europe, mais aussi dans le monde entier.
Christophe Buisset, vous présidez la Chambre régionale Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Réunir ces deux régions sur un plan agricole, ça avait déjà du sens ? Oui, ça a du sens. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui étaient déjà à l'échelle des deux régions, des groupes comme Bonduel, comme Roquette, plein de groupes, des groupes comme Sodial, des coopératives agricoles qui sont déjà sur les deux régions. Ça a vraiment du sens et il y a vraiment un lien fort entre ces deux régions depuis déjà très longtemps. Quels sont les points forts de cette nouvelle région justement sur la production ? Énormément de points forts. Sur 14 productions végétales, nous sommes les premiers en France en termes de production. Donc on a vraiment un territoire qui est très très fort avec un niveau d'expertise et des exploitants agricoles sur les productions végétales, mais aussi sur des productions animales. Un sol, un climat qui nous permet de produire tout sur cette région. Un bassin de consommation de 6 millions d'habitants dans cette région, mais 80 millions d'habitants dans un rayon de 300 km, ce qui fait que c'est un enjeu très très fort l'agriculture dans cette région. Et moi, pourtant, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais-Picardie n'est que la 3e région sur le plan agricole en France. Ah, il nous manque un petit peu de... Alors on a un peu de champagne sur le plateau, mais il nous manque un peu de viticulture. Quand on regarde en chiffre d'affaires, la viticulture et le vin sont beaucoup plus importants que nos productions qui sont payées. Et c'est le cas en ce moment justement de la problématique du prix de nos productions. Le prix de nos productions laitières notamment et céréales est en train de baisser fortement. On va en parler justement de cette question des prix. Ce salon, c'est l'exposition, c'est bien sûr le rendez-vous avec les hommes politiques et les femmes politiques de la région et du gouvernement. Vous avez passé pas mal de temps ces dernières heures avec Xavier Bertrand. Qu'attendez-vous de la région aujourd'hui ? On attend beaucoup de la région, surtout que les régions vont maintenant avoir un pouvoir très important. L'Europe, les budgets européens sur les fonds européens vont passer directement par les régions. Donc on attend un partenariat très fort. On a démarré, il y a que 2 mois que l'élection a eu lieu, on a démarré avec les élus de la région des réunions très importantes. La région Nord-Pas-de-Calais-Picardie a été la première à amener une aide directe aux éleveurs qui sont en difficulté. Je sais que ce n'est pas suffisant, il faut qu'on travaille encore plus, mais on attend énormément de la région et il faut qu'on travaille en partenariat avec tous les élus de cette région et tous les industriels de l'agroalimentaire aussi pour faire que l'agriculture soit demain encore plus performante et qu'elle amène des emplois important dans cette région qui en a tant besoin. La problématique des prix justement, avec notamment le secteur du lait qui est particulièrement touché. On a choisi nous ce soir de vous montrer un exemple de réussite, une exploitation qui il y a déjà plusieurs années a décidé de se diversifier pour pouvoir continuer à produire du lait. Comment rebondir en fabriquant du lait, c'est justement en valorisant sa production à Guiscard dans l'Oise. 2 frères l'ont bien compris, Loïc Benèche et Henri Desonnet les ont rencontrés. Regardez. 6h du matin, en pleine vacances scolaires. Pour Théo, 11 ans, c'est surtout synonyme de journée à la ferme. Un plaisir, il a déjà une parfaite maîtrise des rudiments du métier. Donc je vais mettre le produit pour un désinfectant pour quand ils vont aller retourner dans le parc manger, pour pas qu'ils attrapent de bactéries aux mammifères. Les défaussés traient des vaches depuis 8 générations. Difficile d'échapper à cette passion, ce destin d'éleveur laitier. On espère qu'on pourra faire prospérer l'entreprise pour que de lui, dans quelques années, puisse s'installer et faire le même métier. Parce que lui, aujourd'hui, c'est son souhait, en tout cas. Désormais, la prospérité de l'exploitation passe par ces tuyaux. On ne se contente pas de produire du lait, on fabrique du fromage. Toujours le travail du lait du jour, voilà. On réceptionne à chaque fois pendant la traite et on transforme aussitôt le lait. Un tiers de la traite reconverti en fromage frais, crème fraîche, beurre et surtout 2 fromages signature, le petit noyonnais et le fameux rouleau en forme de cœur. Donc le rouleau, ça va être un fromage, donc c'est un cousin du maroilles, donc c'est un fromage quand même qui a du goût, qui est un petit peu fort. Donc là, on va les faire, ils vont être affinés après pendant 3 semaines. Tout se passe bien. La fromagerie, un choix stratégique de François. Objectif, avoir assez de travail avec son frère sur l'exploitation. Quand on voit la crise laitière, on ne regrette pas d'avoir fait ce choix il y a 8 ans. Parce qu'aujourd'hui, ça nous aide quand même à s'en sortir. Ça ne fait pas tout, mais ça nous aide quand même à surmonter un peu cette crise. Le succès inattendu, c'est le yaourt. Il en sort près d'1 million chaque année. 70% vont dans des cantines scolaires. Alors forcément, l'atelier ne ressemble plus à celui des débuts. On faisait tout à la main, on mettait la confiture avec une petite cuillère au fond du pot, on mettait le lait avec le broc. Et en fait, c'est quelque chose où on a eu, dès le démarrage, une forte demande. Donc après, on a automatisé un petit peu. Donc c'est une machine qui conditionne toute seule les pots. Donc qui arrive à avoir une cadence de 1000 à 1200 pots à l'heure. Les produits fermiers ont la cote dans les collectivités locales, mais aussi dans les grandes et moyennes surfaces.
Oui, bonjour, François Desfossés. On arrive à la réception. En bon commercial, il ne néglige aucun secteur. Seul impératif, travailler sans intermédiaire. Le fait d'être juste à côté et qu'ils puissent nous livrer directement, ça nous permet d'être livrés pratiquement toutes les semaines, en petite quantité, parce que c'est quand même des produits ultra frais. Et nous sommes engagés au niveau de notre magasin de travailler au moins, d'avoir 3 livraisons, voire 4 livraisons par mois. Pour tenir la distance, il faut sans cesse investir. Nouveau bâtiment agricole pour agrandir le troupeau, les Holstein laissent la place à des Montbéliardes pour une meilleure qualité de lait, et enfin une alimentation réfléchie et produite aux 3/4 sur l'exploitation. Ils ont beaucoup d'herbes, après ça nous joue aussi beaucoup sur les qualités des produits. Ça nous permet que ce soit un peu moins cher et puis surtout aussi après de maîtriser toute la chaîne ce qu'on donne à manger aux animaux jusque dans l'assiette du consommateur. Gagner le cœur d'un terroir, une bataille de tous les instants, en sachant bien qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Ça reste des niches. Demain, tous les producteurs de lait ne pourront pas faire des produits, parce que ça reste des niches, on ne peut pas être trop nombreux non plus aujourd'hui, même s'il y a du potentiel. Chez les Desfossés, il est incarné par Théo, à coup sûr dans l'élevage laitier. Car de mémoire d'homme, il y a toujours eu des vaches à la ferme du moulin de Guiscard. Alors Christophe Busset, justement cet exemple, on le voit, le producteur parle d'une niche. C'est pas la seule solution pour s'en sortir aujourd'hui quand on fait de l'élevage laitier? Non, c'est pas la seule solution, il l'a dit tout à l'heure et on voit, c'est une famille de passionnés. Les gens qui, d'ailleurs, j'ai encore goûté de ces yaourts ce midi, ils sont vraiment excellents. Tout le monde ne peut pas faire du circuit court. Je pense que certains peuvent le faire. Il y a encore un marché qui est prêt à se développer. Le consommateur est en train de changer sa façon de consommer. Il a envie de connaître les producteurs, de savoir d'où viennent les produits, comment ils sont faits. Et donc, il y a vraiment encore moyen d'installer des jeunes sur ce type de production. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a toute une production qui rentre aussi en grande distribution. Et là, il faut qu'il y ait un respect des règles aussi entre les grands distributeurs et les producteurs que nous sommes sur de la vente directe, sur de la vente moins directe qui passe par la grande distribution, où là, il doit y avoir un respect sur le prix. On peut pas sait travailler que les autrement. négociations ont été particulièrement tendues cette année, elles viennent de s'achever. C'est la fin des quotas laitiers aussi depuis le 1er avril 2015, il faut le rappeler, et bientôt une autre fin des quotas prochaine, celle du secteur de la betterave, du sucre. Comment les producteurs anticipent ces nouvelles règles du marché? Réponse avec Inès Tayeb et Moustapha Mohamed. Bientôt, ce champ de betterave sera régi par la loi de l'offre et de la demande. Un futur proche qui suscite interrogations et inquiétudes parfois. Stéphane Grégoire, planteur de betteraves dans la Somme. Pour l'instant, la sucrerie lui commande un volume fixe à produire, environ 1000 tonnes chaque année. En 2017, ce quota n'existera plus, il pourra semer à sa convenance. Sur cette parcelle-là, en fait, historiquement, sur l'exploitation, on a une quinzaine d'hectares de betteraves que l'on ensemence chaque année. Demain, peut-être qu'en fonction des opportunités, on en mettra 18, 20 ou moins en fonction du marché du sucre qui va être en fait un marché libre. Produire plus, oui, mais à quel prix ? Il faut qu'on vende notre betterave au moins 25 € si demain on veut continuer à produire et pas travailler à perte. Mais avec la fin des quotas, ce prix minimum de 25 € ne sera plus garanti. Certains craignent des revenus tirés vers le bas. Demain, c'est à quel prix nous allons les vendre, et ça c'est la grosse incertitude. Donc en fait c'est un petit peu comme le funambule qui marche sur son fil, sans protection et sans filet. Demain j'ai peur qu'on soit un petit peu comme ça, nous producteurs de betteraves ici dans le secteur, quoi. Moins de sécurité et moins de visibilité, mais surtout une concurrence démultipliée. À la veille de ce bouleversement économique, la profession se tient prête. On sort d'un système assez sécurisant, à la fois d'ailleurs pour le planteur et l'industriel, et on rentre dans un monde un peu comme l'ensemble de nos autres cultures, avec du coup beaucoup moins réglementé, quasiment plus réglementé du tout, et on a des compétiteurs qui sont meilleurs que nous, c'est notamment le Brésil, donc ça suppose de continuer à améliorer notre productivité. La fin des quotas est programmée pour octobre 2017. À son tour, la betterave se prépare à entrer dans l'ère de la mondialisation.
Alors Christophe Busset, cette perspective de fin des quotas, c'est la guerre du sucre qui se prépare pour l'après 1er octobre 2017 ? La guerre du sucre, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il va falloir se préparer parce qu'effectivement, on l'a vu sur les quotas laitiers, quand il y a une dérégulation, le prix peut descendre très très bas, il peut monter très très haut. Et donc c'est pas bon pour les producteurs, c'est pas bon pour les industriels et c'est pas bon aussi pour les consommateurs. Demain, il suffit d'avoir une pénurie et les prix flambent. Donc c'est pas bon pour personne. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à contractualiser avec nos industriels du sucre. On a 2 grands groupes coopératifs sur la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Tereos et Cristal Union. C'est des groupes coopératifs, donc les agriculteurs sont présents dans les conseils d'administration. À nous de trouver des solutions pour contractualiser sur un prix qui nous permette de gagner notre vie sur nos exploitations, mais aussi de développer de nouveaux débouchés. On a parlé beaucoup du sucre, mais avec la betterave, on fait de l'éthanol, on fait de la chimie du végétal. On peut développer sur plein de productions dans notre région et travailler sur ces nouvelles productions et avoir des prix garantis pour les producteurs avec des contrats sur plusieurs années. Vous-même, vous êtes producteur de betterave, entre autres. Vous, comment vous allez faire sur votre exploitation ? Moi, je cherche à contractualiser, ce que je vous ai dit. En plus, je travaille avec les 2 grands groupes coopératifs. Il se trouve que j'ai les contrats avec eux, avec les 2. Je vais contractualiser avec eux au prix qu'ils vont pouvoir me présenter. Et on va défendre, nous les producteurs, un prix qui soit tout à fait raisonnable. Alors après, à ces groupes de se retrouver avec toujours la même problématique, les distributeurs en face, le prix du sucre. Quand on voit le prix d'un kilo de sucre, ce que ça coûte dans un ménage, c'est pas énorme. Une toute dernière question, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que des exploitations finalement disparaissent du paysage betteravier ? Je ne sais pas si des exploitations disparaîtront. Il y a toujours eu une restructuration dans notre métier, dans beaucoup de métiers. Il y a la restructuration. Donc je pense qu'effectivement, il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions, amener des solutions à tous les producteurs, qu'ils soient producteurs de végétal ou animal, pour que demain, on ait une agriculture durable et que chacun s'y retrouve. Voilà, c'est une filière complète, du consommateur au producteur. Avec des défis nombreux à relever pour l'agriculture dans la région. Merci beaucoup Christophe Busset de nous avoir accompagnés. On referme cette page agricole et avant de se quitter, on repasse par la Picardie. Vous le savez, demain, Amiens et Pozières accueillent un sommet franco-britannique. Il y aura donc bien sûr des conséquences pratiques pour les habitants de la Somme avec des restrictions de circulation. On fait le point avec Stanislas Madège et Henri Desaunay. La rue de la République sera une zone noire, strictement réservée aux personnes accréditées. La rue de Beauvais, elle, sera verte, pas de stationnement mais circulation autorisée. Les riverains acceptent volontiers ces bouleversements temporaires. Au moins ça fait parler d'Amiens au niveau national, mais c'est vrai que c'est quand même pas très pratique. Là, tout le centre-ville qui va être bloqué, on a beaucoup de clients qui viennent aujourd'hui et qui disent qu'ils viennent aujourd'hui justement parce que demain ils vont pas du tout bouger. Il faut le prendre avec philosophie. C'est pas tous les jours qu'on reçoit un sommet franco-britannique à Amiens, donc c'est une journée qui change l'habitude. Concentré sur une seule zone, le sommet franco-britannique, c'est une volonté du préfet de la Somme pour limiter la gêne des Amiénois et optimiser le dispositif policier. D'abord pour des raisons de sécurité, puisque donc nous sommes encore dans une situation d'état d'urgence, avec une menace qui reste forte. Deuxième raison, c'est que en limitant l'espace, on réduit le trouble qu'on va apporter dans le fonctionnement normal de la ville. La préfecture elle-même subit des bouleversements. Et à l'intérieur de la préfecture, nous avons dû procéder à quelques déménagements, quelques aménagements. Il se murmure que vous avez perdu votre bureau. Alors mon bureau servira effectivement pour l'entretien entre le Premier ministre britannique et le Président de la République. Les parkings souterrains, hôtels de ville et jacobins seront bien ouverts, tant mieux, car seule ombre au tableau, une météo de mars. Et nos éditions demain seront bien entendu largement consacrées à ce sommet franco-britannique qui se tient à Amiens. Ces infos pratiques ainsi que le reste de l'actualité de la région, vous pouvez bien sûr les retrouver sur notre site internet. Je vous donne rendez-vous à l'adresse suivante, france3picardie.fr. Le 19-20 continue tout de suite avec votre météo régionale suivie de l'édition nationale. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à demain et on se quitte sur ces images tournées au Salon de l'Agriculture. Mesdames.